Allez, salut à tous et bienvenue sur Supernova, podcast de réflexion, d'interrogation et d'échange sur les rapports humains à notre époque. Je vais pas refaire le jingle, vous allez le voir juste après. Je fais juste une petite vidéo présentation rapidement parce que c'est pas du tout ce que j'aime. Je suis pas une fille qui aime s'exposer sur les réseaux. Néanmoins, j'ai une réelle volonté de partager ce que j'ai vécu et comment j'ai réussi à l'appréhender après toutes ces années. Parce qu'on revient de loin, hein. Je parle pas de je parle pas de petits traumas, je parle de traumas qui, si on va encore plus loin que ça, sont même générationnels, donc datent même de mes ancêtres. Mais dans cette vie, dans ma vie de Supernova, Dieu sait qu'il y a eu des épreuves à vivre et Dieu sait que je pense réellement qu'il y a des leçons à en tirer. Je fais une petite présentation de ce podcast en particulier parce que c'est le premier depuis que j'ai réouvert Supernova et il mérite d'être écouté parce que il y a énormément de notions de santé mentale dans ce qu'il m'est arrivé il y a maintenant 2 mois et je trouve que c'est important de les partager et je trouve surtout que c'est important de faire entendre sa voix. Moi, honnêtement, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma mission dans cette vie, c'est de parler et de faire entendre ma voix parce que trop de fois, il m'est arrivé de souffrir, trop de fois, il m'est arrivé d'être blessée, d'être piétinée, d'être rouée de coups mentaux sans ne jamais rien dire. Et cette histoire en particulier m'a enfin fait comprendre qu'il était temps que je parle et que je m'exprime et que je dise ce qui me tient à cœur, ce qui me touche et surtout ce que, je l'espère, il serait vraiment bon et temps de réussir à changer. Pourquoi la santé mentale ? J'ai fait, avant ma carrière actuelle, j'ai fait des études de psychologie. J'ai été jusqu'au DEUG en psychologie. Et la santé mentale, ça a toujours été mon domaine de prédilection. Ça a toujours été mon combat, finalement. Scorpio shit. Et donc, du coup, j'ai vraiment envie de revenir à mes premiers amours, revenir à ce qui résonne et vibre réellement en moi. Vous voyez ? Je suis pas une pro des réseaux, c'est la première fois que je fais ça. Et Seigneur, oh Lord, jamais j'aurais pensé faire ça. Jamais j'aurais pensé enregistrer un tel podcast. Mais c'est comme ça, c'était écrit comme ça et l'univers, il fait pas d'erreur. Dieu, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, mais il n'y a jamais rien qui arrive par hasard. Je vous laisse avec le podcast. J'espère qu'il vous plaira. Je vous invite à liker, partager, commenter. Bibi qui dit ça, on est d'accord. Jamais de la vie j'aurais pensé en être là, mais il faut ce qu'il faut. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours en privé ou dans les commentaires. La paix. Salut à tous et bienvenue sur Supernova, podcast de réflexion, d'interrogation et d'échange sur les rapports humains à notre époque. Sur la psychologie, la santé mentale, l'introspection ou encore la spiritualité et son éveil. Voici l'épisode 5 de Supernova, celui que je n'aurais jamais pensé enregistrer. Le thème d'aujourd'hui, c'est la trahison, et plus précisément comment un schéma douloureux peut se rejouer dans votre vie, même quand vous pensez l'avoir dépassé. Il y a quelques semaines, une amie à moi m'a trahi, déclenchant un mouvement de groupe qui, je le savais, comme par un sentiment de déjà-vu, allait finir par m'isoler. Ma douleur était vive, mais ce qui n'avait de cesse de me frapper, c'est la familiarité glaciale de cette situation. Mon corps, mon esprit ont immédiatement reconnu le scénario, la même forme de rejet, la même blessure ouverte qu'il y a 14 ans. Car il y a 14 ans, suite à l'assassinat de mon frère, j'ai vécu une trahison et le même phénomène de groupe de la part de ceux que je pensais être mes amis. Ce n'était pas la même histoire, mais c'était le même pattern. Et ce qui est troublant, c'est que pour ceux qui connaissent un peu l'astrologie, 14 ans, c'est justement la durée d'une demi-boucle majeure, souvent associée au mouvement de la planète Pluton, planète de la mort, de la destruction et de la renaissance. Alors que cette boucle de 14 ans se refermait,
l'univers m'a renvoyé ce même défi, ce même puzzle, cette même situation à résoudre. Aujourd'hui, tu te choisis toi ou eux. Mais plus encore que la similarité indéniable du contexte, le timing, lui aussi, était cosmiquement parfait. Nous sommes en pleine période de rétrogradation majeure, Mercure nous invitant à revoir nos communications, Saturne nos leçons et Pluton notre transformation. Le ciel, en ce mois de novembre, nous donne le ton. Avec 5 planètes en rétrograde, l'univers nous force littéralement à appuyer sur pause. Ce n'est pas le chaos, c'est l'invitation à une révision profonde. Mercure rétrograde nous demande de revoir nos communications, nos pensées et nos vieux dossiers. Et c'est exactement ce que j'ai dû et ce que nous allons faire aujourd'hui. Revoir le schéma pour enfin le briser. Cette fois, à la différence d'il y a 14 ans, je ne vais pas laisser cette épreuve me détruire. Je vais utiliser cette énergie pour exposer ce schéma, le transformer et créer quelque chose de nouveau. Une supernova. Dans cet épisode, nous allons plonger dans ce qui se passe quand nous nous retrouvons piégés dans ces schémas répétitifs. Et pour cette fois-ci, ce sera celui de la trahison. Comment et pourquoi il se rejoue et surtout, comment on s'en libère, aujourd'hui et maintenant, pour reprendre enfin le contrôle de sa propre histoire. Alors, pour que vous compreniez l'intensité et la ressemblance du schéma, je dois vous donner un peu de contexte. Le récit de cette histoire servira de fil conducteur à tous les apprentissages personnels, sociétaux, psychologiques et cosmiques qui m'ont permis d'identifier mes propres erreurs à répétition, ayant mené à de si grandes blessures de l'âme. Dans cette histoire, il y aura plusieurs protagonistes. L'ami toxique, son conjoint, la collègue témoin, l'intermédiaire, l'arbitre maladroit et pour finir, mon ami sincère. Il y a quelques mois, autour du mois de juin, je traversais une période de forte fatigue que je ne savais pas expliquer. Prise de sang, vitamines, rien à signaler. Mais un épuisement réel. Au même moment, l'amie toxique traversait, elle, une crise personnelle qui durait depuis plus d'1 an, faisant suite à sa rupture avec son conjoint. Tout au long de cette période, je me suis engagée à fond pour la soutenir dans cette épreuve, comme le ferait une amie véritable. Quand l'amie toxique a finalement décidé de se remettre avec son conjoint, j'ai validé son choix. À vrai dire, je l'y avais même encouragée, constatant qu'elle n'arrivait pas à s'en soigner et que de toute évidence, comme je lui ai dit à plusieurs reprises mot pour mot, c'est ce que ton cœur désire. Mais j'ai aussi profité, je l'avoue, de l'espace qu'elle a naturellement repris pour reconstruire son couple, pour moi-même pouvoir me reposer. Mon retrait n'était pas un jugement, en aucun cas. C'était un acte de saine distance et de survie personnelle. Sauf que, comme je l'ai appris dans la douleur 2 mois plus tard, ma saine distance avait été interprétée comme une attaque. Au lieu de me contacter pour me parler de son ressenti, l'ami toxique a appelé mon ami sincère pour se plaindre et suggérer que je jugeais son couple, ou plutôt son choix de cette remise en couple. Bien que mon ami sincère lui ait assuré qu'il n'en était aucunement le cas, le scénario, dans l'esprit de l'ami toxique, devait déjà être fait et plus que prêt pour sa grande sortie sur tapis rouge. J'étais passée de l'amie bienveillante à l'accusée. Le moment où j'ai eu la confirmation du schéma, c'est lorsque, après plus de 2 mois sans s'être vus, nous allions finalement nous revoir. Je ne l'avais pas vu depuis des mois, mais nous échangions, quand même régulièrement, plus quotidiennement comme c'était le cas auparavant, c'est vrai, mais régulièrement néanmoins. Et surtout, lorsque c'était nécessaire. Pour ma part, mon énergie était revenue de plus belle, et pour être totalement honnête, je ne ressentais pas de manque. Je m'étais retrouvée, je me sentais heureuse, et pour une période d'été, cela faisait plus de 10 ans que ça n'était plus pas arrivé. Je m'étais recentrée sur moi-même, mes objectifs, mais surtout, et au-dessus de toute chose, sur ma paix. Alors, lorsque l'ami toxique m'a proposé de me voir pour la première fois en 2 mois, depuis la renaissance de son couple, j'ai évidemment accepté. Mais c'était sans compter sur la présence prévue ou non, de dernière minute, de son conjoint. La demande de l'ami toxique était alors obsolète. Nous ne nous sommes pas vus.
Mais sans ne jamais blâmer une contrariété, j'ai tout simplement accepté l'idée en lui disant que nous nous verrions le lendemain au travail. Là où j'ai très certainement mon premier tort, c'est que j'ai laissé la tension qui existait en elle monter sans même m'en rendre compte. Je n'avais à ce moment-là pas du tout conscience de la gravité de ce qu'il se jouait comme un film dans sa tête, dans lequel j'étais actrice principale sans même avoir passé de casting. Lorsque nous nous sommes vus, j'ai voulu désamorcer rapidement son attente et la soulager, comme je lui avais dit par message la veille, et lui proposer de me dire quand est-ce qu'elle serait disponible dans les jours à venir pour que l'on ait la conversation qui lui tenait tant à cœur. Mais dans un lieu non professionnel. Et là, quel fut le choc lorsque l'amie toxique m'a directement répondu qu'elle savait que j'étais froide avec elle depuis des mois, parce que je lui aurais dit, je cite, que si elle se remettait avec son conjoint, je ne lui parlerais plus. Un mensonge total. Sans même y réfléchir une demi-seconde, ma réponse immédiate fut: mais l'ami toxique, tu mens? Et quelle erreur de dire à un menteur dans son visage qu'il ment! C'est ce mensonge, mon refus de le confirmer, qui ont, à la seconde suivante, découlé sur des cris, une pluie de reproches que je ne savais même plus entendre, tant l'agression avait été vive, rapide et intense. À ce moment-là, notre amie et collègue témoin est arrivée et fut elle-même choquée de la situation, tant choquée qu'elle pensait que nous nous donnions des blagues. C'est en voyant dans mon regard et sur mon visage la terreur d'une personne qui vit une situation de violence qu'elle n'avait même pas imaginé survenir une seconde auparavant, qu'elle a compris que le caractère narcissique de l'ami toxique m'était enfin dévoilé. Et si on est honnête, il m'était déjà apparu avant, à 2 reprises, mais je n'en avais pas tenu compte ou je n'avais pas pris cela au sérieux. J'ai eu tort. La collègue témoin a tenté de calmer les cris de l'ami toxique dans le cadre du travail en posant délicatement sa main sur elle, mais cette tentative fut baladée d'un revers de celle de l'autre par un « toi, tu me touches pas ». Ce sont ces cris, l'intensité de son agression, qui ont réveillé en moi la familiarité de la douleur d'il y a 14 ans. Je me suis dit, je suis de nouveau accusée d'un mensonge absurde et d'une immaturité surréaliste pour quelque chose que je n'ai pas commis. Et de surcroît, je me fais agresser et humilier publiquement dans le cadre du travail par quelqu'un qui se disait être mon ami et qui me disait encore hier « tu me manques ». C'est là que Neptune rétrograde intervient, forçant à lever le voile sur l'illusion. Mais le schéma ne s'est pas arrêté là. Il a pris une forme bien plus concrète, la preuve d'un manque de respect total. Suite à cette agression, j'ai pris la décision de couper les ponts avec l'ami toxique. Je lui ai écrit une dernière fois, non pas pour la blâmer, mais pour lui dire à quel point son attitude avait ravivé chez moi d'anciens traumas que je pensais avoir guéris. Ma seule demande concrète était de récupérer ma voiture que je lui avais prêtée gracieusement 8 mois plus tôt. 2 jours après en avoir fait la demande légitime, en allant récupérer ma voiture, j'ai eu la confirmation de l'évidence que j'avais refusé de voir. La voiture n'était pas là. J'avoue que je savais depuis un moment que c'était son conjoint qui l'utilisait, sans mon autorisation puisqu'aucune demande ne m'avait été faite. Tout était fait dans mon dos. Mais par un mélange de bienveillance et de pure bêtise, je préférais ne pas voir l'évidence pour préserver ma paix. La trahison émotionnelle venait de se transformer en abus de confiance matérielle. Dans le même temps, j'ai appris via un intermédiaire que l'amie toxique distillait un tout autre récit. Elle prétendait que ma simple présence l'avait mise en difficulté avec son conjoint, créant ainsi un récit où elle était la victime de son conjoint et où ma présence était la cause du problème. C'est l'essence même du déni narcissique en santé mentale. On tente de minimiser l'abus et l'agression en créant une fausse histoire pour justifier son comportement et me faire passer, moi, pour la personne matérialiste et vénale de mes propres biens. La bêtise et l'immaturité s'y mêlant, car comment logiquement penser que ma simple existence, puisque je n'avais pas de contact depuis plus de 2 mois et n'avais même pas vu l'ami toxique depuis autant de temps,
puisse être la raison d'un quelconque inconfort. La définition même d'une mentalité d'une absurdité effrayante. Tout ce temps passé à l'aimer d'un amour pur, sain et sincère, ce don gracieux de ma voiture, de mon écoute, de mon temps, de mon amour, tout cela était un don de moi sans aucune attente en contrepartie. La seule chose non négociable, c'était mon respect. Et comme vous avez pu le voir, j'ai pris bien trop de temps avant de le réclamer. Face à cette situation absurde, 3 jours après avoir pris la décision de rompre cette amitié, j'ai dû écrire sur le groupe que nous avions en commun pour finalement envisager de récupérer mes biens. L'ami toxique a choisi d'ignorer ma demande cordiale et respectueuse écrite sur ce groupe en répondant par une photo complètement hors sujet, s'adressant aux autres. En santé mentale, ceci s'appelle du gaslighting, pur et en plein jour. Mais si seulement ça s'arrêtait là. Cette violence s'est accompagnée d'une déshumanisation totale. Lorsque mon ami sincère était intervenu pour demander à l'ami toxique de bien vouloir me restituer mes affaires en privé, sa réponse fut: c'est bon, elle est contente, elle a récupéré sa voiture, c'était ça qu'elle voulait. Elle minimisait l'abus émotionnel qui avait commencé dans l'avion et se poursuivait par l'irrespect total dans le matériel, ainsi que l'harcèlement dans l'attitude assumée sur le groupe, en me faisant passer pour une personne obsédée par le matériel. Même une fois la voiture enfin récupérée, et je ne vous raconte même pas dans quel état déplorable, j'ai fait la bêtise de lui écrire un dernier message sur ce groupe pour lui signaler qu'elle avait oublié un produit dans le coffre. Sa réponse, auprès de mon ami sincère, a été: c'est à vous qu'elle est en train de parler là? Je vois qu'elle écrit. Une obsession malsaine, mais surtout un manque de respect total et jusqu'à la fin. C'est à ce moment-là que l'arbitre maladroit a choisi d'intervenir, renvoyant l'ami toxique et moi-même dos à dos. Ça suffit, on vous voit, il va falloir arranger tout ça. La réalité était posée. Le groupe préférait le confort à la vérité. Pourtant, l'arbitre maladroit et moi avions eu de nombreux échanges privés avant ce moment-là. Elle savait en tout point que l'ami toxique avait pour trait de personnalité le mensonge et que son attitude n'était pas du tout acceptable. Elle savait parfaitement tout ce qui se passait depuis des mois, ce qu'il s'était passé lors de notre dernière rencontre, et voyait encore à l'instant même ce qui se jouait devant les yeux de tous. La provocation sous les projecteurs, comme elle le disait elle-même. Elle savait dire tout ça, mais uniquement en conversation privée. Pas devant le public, pas pour faire ce qui est juste. En choisissant de se taire publiquement, elle a refusé et choisi consciemment, étant la seule à s'être exprimée, si on peut dire ça comme ça, de m'aider à retirer le manteau de la honte que son ami de longue date avait déposé sur mes épaules. Ce silence collectif représentait exactement cela, une humiliation publique que personne n'avait décidé d'interrompre par respect d'une personne qu'elle savait tout être victime d'un bourreau qui avait déjà sévi auparavant, et d'ailleurs bien avant moi. Et si on est honnête, brutalement honnête, comment l'arbitre maladroit aurait-elle pu faire ce qui était bien à faire dans mon cas, quand elle n'avait pas su se lever pour elle-même, lorsque l'ami toxique lui avait manqué de respect avec son propre bien auto, seulement 1 mois auparavant? Elle n'a rien dit pour elle, rien de plus normal qu'elle ne sache rien dire non plus dans ce cas-là. La leçon supplémentaire que j'ai prise ici, c'est que le silence est une forme forte de complicité. Et que souvent, pour guérir, on doit choisir sa solitude plutôt que de rester dans un chaos qui nous détruit l'âme et le cœur. La colère a fini par m'envahir, ce qui est normal, je crois. C'est donc à ce moment-là que j'ai transféré dans le groupe les messages que l'ami toxique écrivait en privé en lui demandant un comportement adulte, puisqu'elle savait écrire à mon ami sincère dans mon dos, mais pas me faire face. Et c'est là que j'ai mis le point final à ce schéma. J'ai répondu publiquement à l'arbitre maladroite. Écoute, non, il n'y aura pas de retour d'amitié, c'est terminé. Je peux prendre des coups 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais il y a un moment donné où il faut savoir dire stop. Et ma phrase finale fut:
Les démons seront amis avec les démons désormais. Dans le cosmique, c'est le travail intense de Pluton, rétrograde. La mort de l'ancienne relation pour la renaissance de mon pouvoir personnel. Il était impossible de continuer d'accepter que mon respect soit bafoué, ignoré et piétiné aux yeux de tous sans que personne ne dise rien. Pour que le message soit limpide, mon ami sincère a ensuite transféré un audio que je lui avais envoyé en réponse à un dernier message privé de l'ami toxique qui disait « Je sais que je suis une boule d'émotions, mais je pensais que quand on était amis, on devait s'aimer même dans les moments difficiles. » Mon audio lui répondait « Tu diras à l'ami toxique que le fait que je l'aime ou non n'a jamais été le problème. Bien au contraire. » Le problème ici, c'est l'agression. Le problème ici, c'est le harcèlement. Le problème ici, c'est le manque de respect. Le problème ici, c'est l'accumulation. Ça n'a jamais été une question d'amour. En santé mentale, mon pouvoir de la limite venait enfin d'être posé. Mon intégrité passe avant la fausse affection. Ce choix de me choisir moi, lorsque la vérité n'avait plus aucune importance, m'a été vivement reproché quelques semaines après. Le culot, tout endimanché, se permettait de me reprocher d'avoir quitté ce groupe au bout de 3 semaines. Choix que j'avais fait pour ne plus avoir à relire ni à voir ce lieu où mon humiliation avait pris forme et où tout s'était cristallisé. L'arbitre maladroit revenait après 3 semaines de silence avec ce type de reproche. « Quelle fut ma surprise lorsque j'ai vu que tu avais quitté le groupe ? Je l'ai pris pour moi. J'ai eu le sentiment que tu nous tournais le dos alors que nous avions été là pour toi. » L'horreur prenait place dans son imposant fauteuil. Personne n'avait été là pour moi, à l'exception de mon ami sincère. Car écouter ma peine et mon désarroi lorsque je suis en état de choc et me rapporter ce que un tel ou un tel a dit, ça ne s'appelle pas être là pour quelqu'un. Parler dans le dos et confirmer et même appuyer les respects et le manque d'éducation totale de l'ami toxique uniquement en privé, en conversation avec moi, mais jamais devant l'agresseur, ça ne veut pas dire être là pour l'autre. Car lorsque l'on voit quelqu'un se faire agresser, le bon sens voudrait que l'on intervienne. Sinon, ça s'appelle de la non-assistance à personne en danger. Et c'est exactement la même chose en santé mentale. Je n'avais aucun besoin d'être sauvée, ni défendue par qui que ce soit. Ce n'est pas du tout ce que j'attendais. Mais ce que j'aurais au moins espéré, surtout à nos grands âges, c'était la vérité. Celle qui avait été évidente aux yeux de tous, qu'elle soit simplement dite et reconnue comme telle, et comme toute personne saine l'aurait fait. Dire simplement que ce genre de comportement, d'un irrespect émotionnel et matériel d'une grandeur effrayante, ne se fait pas. Juste ça. Mais il était plus simple de me reprocher 5 jours après que ça n'ait été fait, d'avoir quitté un groupe où le silence régnait depuis 3 semaines. Exactement à la suite de la performance mémorable de gaslighting dont l'ami toxique nous avait fait l'honneur. Pire encore, après avoir laissé un de mes messages explicatifs en vue depuis 1 semaine, alors même que j'exprimais la grandeur et l'impact sur ma santé mentale de tout ce qu'il s'était passé. Mais il m'a été avoué par l'arbitre maladroit qu'il n'avait même pas été écouté, ce message. L'égocentrisme en pleine valse. Leur ressenti vaut plus que toute l'horreur de ce que tu as vécu et comment tout cela a pu te faire te sentir. Une escalade que, grâce à mon expérience 14 ans avant, j'avais vu venir. Et je l'avais même annoncé à ces mêmes protagonistes, désormais en pleine performance, depuis les tout premiers jours. L'histoire en vrai, elle ne se termine pas là, mais on peut s'arrêter là pour justifier les points de santé mentale que j'ai voulu aborder concernant la trahison. On a tous été, on est peut-être tous même à l'heure actuelle, ou on sera tous peut-être un jour l'ami toxique de quelqu'un. On ne peut pas se dédouaner du fait que parfois, on dit des choses, volontairement ou involontairement, qui peuvent blesser une personne que l'on aime. Mais la nuance, selon moi, elle se place lorsque l'on sait reconnaître que l'on a fait une erreur. Lorsque l'on sait revenir vers la personne et lui dire « Ok, là je me suis emporté, j'ai déconné, j'aurais dû faire différemment.
pardonne-moi. C'est là qu'est pour moi toute la nuance entre une personne toxique et une personne tout simplement humaine. Parce qu'on fait tous des erreurs. Mais là où je crois qu'il est important de comprendre quelque chose, c'est qu'il est temps d'apprendre et d'intégrer que on peut tous changer ces aspects toxiques que l'on a en nous. Rien ne nous interdit d'entrer en nous-mêmes, en introspection, et de se poser la question de est-ce que c'est ce schéma? Est-ce que c'est cette narration? C'est cette vie? C'est cette personne que j'ai envie d'être? Ou est-ce que j'ai envie de faire mieux? Parce que je suis persuadée qu'au fond, on sait tous quand on fait des erreurs. On choisit juste de les assumer ou pas. Reconnaître ses torts, ses erreurs, sa vulnérabilité a un tel pouvoir de guérison. Sachez ravaler cette fierté, cet ego qui n'a aucune importance lorsque l'on est seul face à un miroir. Et dites-vous, ok, je reviens et je demande pardon. Ça ne recollera pas les morceaux, ce qui a été brisé. Mais au moins, ça peut nous donner bonne conscience. Ça peut nous donner des leçons. Ça peut nous donner des bases sur lesquelles se construire, se reconstruire, et même des pistes sur l'éducation que l'on souhaiterait donner à nos enfants. Que le pardon nous soit donné derrière cela ou pas, ce n'est même pas important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe en nous. C'est ce que nos cœurs nous disent. Ne partez pas avec des regrets ni des remords. Et ne laissez personne partir seul avec des regrets et des remords également. Si vous vous reconnaissez dans les schémas répétitifs, la plus grande leçon que j'ai tirée de cette expérience est la suivante. Ces situations douloureuses reviennent tant que nous n'avons pas acquis la force nécessaire pour les stopper. Cette trahison, qui est arrivée au moment où se bouclait le cycle de 14 ans, n'était pas une punition. C'était une opportunité en or de m'obliger à briser le cycle une bonne fois pour toutes. C'est la prise de conscience qui nous pousse à l'indépendance intérieure. Le fait d'avoir vécu toutes ces histoires dans ma vie passée, parce que des histoires de trahison pure et dure comme celle-ci, merci l'univers, je n'en ai pas vécu tant que ça. Mais des histoires de relations, d'amitié brisées, d'amitié gâchée, de manque de respect, ou encore même mes traumas plus profonds dans ma vie privée ou familiale, m'ont permis de comprendre au moins une chose. Ces leçons de vie, ce ne sont pas des fardeaux, ce sont des apprentissages, des pierres que l'on ramasse et que l'on accumule pour pouvoir bâtir la nouvelle personne que l'on est en train de construire jour après jour. Le plus important de cette leçon est également que personne ne peut, ne doit te donner le respect que tu ne te donnes pas à toi-même. C'est toi qui poses les limites de ce que l'on est autorisé à te faire ou pas. C'est toi qui poses les limites de ce qu'on est autorisé à te dire ou pas. C'est toi qui poses les limites de combien tu peux supporter d'affront, combien tu peux supporter d'humiliation, combien ton cœur peut encore supporter. Tu as le droit de dire que aujourd'hui, c'était la fois de trop. Tu as le droit de dire qu'aujourd'hui, tu ne veux pas accepter cette humiliation de plus. Tu as le droit de dire et de faire des choix égoïstes ou vus comme étant égoïstes uniquement pour toi, pour préserver ta paix et ton intégrité. Par amour de toi, même lorsque ça ne convient pas au groupe, parce qu'ils ne comprennent pas la profondeur de tes blessures, parce qu'ils ne veulent pas les voir, ni les reconnaître. Et tu as surtout le droit de dire que ton respect ne se trouve pas et ne se trouvera jamais aussi bas. Dans le dernier message que j'ai fait à l'ami toxique, juste après l'agression, avant même l'épisode de la voiture, je lui ai demandé pardon. Pardon si je l'avais blessé. Et je lui ai indiqué que la distance avait été nécessaire à sa reconstruction et au retour de ma propre énergie. Je lui ai demandé pardon si je n'avais pas su la traiter comme elle le souhaitait. Je lui ai demandé pardon, mais surtout, je me suis pardonnée à moi-même. Car je n'avais plus besoin de sa validation ou de sa compréhension, ni celle d'aucun autre. Car cette dernière m'a apprise que toute destruction est une opportunité de construction à un nouveau soi plus fort. N'ayez pas peur de dire stop,
de poser des limites inébranlables et de choisir la solitude si elle vous offre la paix. Ce sont les étapes nécessaires pour passer de la victime à l'héroïne de votre propre vie. Ma nouvelle mission, et je vous invite à faire de même si le cœur vous en dit, et peut-être même vous le crie, c'est de m'engager à ne plus jamais négocier ma paix, mon respect, pour l'approbation d'autrui. Merci de m'avoir écouté. L'épisode 5 sur la trahison et les schémas répétitifs est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura permis de vous sentir moins seul. Parce que vous n'êtes pas seul. Et lorsqu'il s'agit de santé mentale, croyez-moi, personne n'est seul. Je vous invite à liker, commenter et partager cet épisode avec toute personne qui se sent prise dans une boucle, dans un schéma répétitif, de trahison ou autre. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. J'ai une longue liste de thèmes dont je souhaiterais discuter avec vous dans l'avenir. Mais s'il y a un ou des thèmes que vous souhaiteriez développer avec moi, avec nous peut-être bientôt, laissez-le moi en commentaire. À très bientôt pour un nouvel épisode de Supernova. Et n'oubliez pas, soyez doux avec vous-même. La paix.